justice administrative. Et toutes les occasions sont bonnes, en fait, pour essayer d'apporter un peu de lumière là-dessus. Donc aujourd'hui, je vais essayer d'employer, en fait, une description assez simple et de m'éloigner exprès, en fait, des expressions juridiques un peu pointues pour permettre en fait au message d'être le plus simple et le plus clair possible. Dans le vif du sujet est une émission d'actualité en fait. Exactement. En fait, la justice administrative, c'est la justice qui est compétente pour trancher les litiges ou les contentieux entre les citoyens d'une manière générale et l'État avec toutes ses représentations. Tous ces démembrements, donc. Tous ces démembrements. Donc, je vais prendre un exemple assez simple. Par exemple, entre un employé de l'État et son administration. Ou par exemple, entre un parent d'élève et l'administration du collège, de l'école ou du lycée. Par exemple, entre une municipalité et un citoyen qui habite ou qui réside, en fait, dans la circonscription de la telle municipalité. Voilà. Donc, aujourd'hui, lorsque vous voulez contester une décision, dans le cadre de l'état de droit, ce qu'il faut faire, c'est porter l'affaire devant la justice administrative. La justice administrative, elle va ouvrir un dossier, elle va l'instruire, et elle a le pouvoir d'annuler la décision que vous contestez. De l'administration. De l'administration, bien sûr, que le citoyen conteste, si la justice administrative détermine que la telle décision, elle est illégale. Elle est tachée d'illégalité. Donc aujourd'hui, on voit de temps en temps dans en fait notre société des moyens en fait de, on va dire, contestation qui ne correspondent pas en fait à l'objectif auquel nous tendons. Aujourd'hui, en fait, bien sûr, tous les moyens de contestation qui restent dans le cadre de la légalité ont leur place, mais pour être vraiment efficace, pour être dans une logique de construction, constructive, de l'instauration de l'état de droit, aujourd'hui, vous avez des tribunaux qui sont proches de chez vous, parce que ça c'est récent. On va y revenir, mais je voudrais bien rester sur le tribunal administratif. Alors la question aujourd'hui, c'est une première historique en Tunisie que d'avoir ces 12 bureaux, donc ces 12 juridictions au niveau des régions. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la justice administrative a commencé réellement à officier en Tunisie donc en 1972. Effectivement, en 1975, il y avait uniquement jusqu'à allez, on va dire jeudi dernier, il y avait uniquement un seul tribunal administratif qui comportait donc les différentes juridictions. Première instance, donc appel, et puis donc cassation suite. Qui habitent en Tunisie et qui ont allez, on va dire un contentieux avec l'administration avec un grand A, que ce soit des administrations déconcentrées ou des administrations décentralisées, qui soit Al-Bourma, qui soit Bouj el-Khadra, qui soit Bizerte, qui soit Ardems, qui soit donc à n'importe où en Tunisie, donc là, à Romras, ils doivent passer inéluctablement par Tunis pour déposer des recours contre les décisions de l'administration. Ce qui parfois est très gênant de pouvoir se déplacer donc lorsque l'affaire est en cours donc et pendante devant la justice. Alors aujourd'hui, vous allez directement dans 12 régions du pays, dans 12 gouvernorats, et vous allez donc être plus proche donc des citoyens. Si vous nous parlez de ces bureaux, donc de ces juridictions donc administratives dans les régions. Certainement. Donc on va essayer d'expliquer un peu. Aujourd'hui, avec la nouvelle loi électorale, il a été en fait décidé par les parlementaires de mettre en place 12 chambres régionales démembrées du tribunal administratif qui vont être installées dans 12 gouvernorats du pays, mais qui vont avoir une compétence qui va s'étendre sur les 24 gouvernorats du pays. D'accord. Donc on va en venir un peu là-dessus dans les détails pour donner en fait les régions et la compétence territoriale. Je vous en prie. Donc nous aurons une chambre, bien sûr les chambres dans la capitale vont rester. Ils auront la compétence de couvrir le contentieux relevant du Grand Tunis. D'accord. Donc les 4 gouvernorats. Exactement.
Ensuite, nous aurons une chambre dans le gouvernorat de Nabeul. D'accord. Juste une seconde, parce que j'ai les détails. Donc, une chambre dans le gouvernorat de Nabeul, je disais. Ensuite, cette chambre dans le gouvernorat de Nabeul, elle va couvrir le contentieux de Nabeul et de Zagouan. D'accord. Ensuite, la chambre de Bizerte, qui va couvrir le contentieux de Bizerte-Béja. La chambre du Kef, qui va être basée au Kef, mais qui va couvrir le Kef, le gouvernorat de Jandouba et le gouvernorat de Célienne. La chambre régionale de Sousse, qui va couvrir le contentieux du gouvernorat de Sousse. La chambre régionale de Monastir, qui va couvrir le gouvernorat du Monastir et des Mehdiya. La chambre régionale de Sfax, qui couvrira uniquement Sfax. La chambre régionale de Gafsa, qui va couvrir Gafsa et Tozeur. La chambre régionale de Gabès, qui va couvrir Gabès et Kébili. La chambre régionale de Mednine, qui va couvrir Mednine et Tataouine. La chambre régionale de Kasserine. La chambre régionale de Sidi Bouzid. Et la chambre régionale de Kérouan. Voilà, c'est un quadrillage juridictionnel, je pense, total de la République. Exactement. Donc, voilà. Et ces juridictions administratives de première instance, donc, Sinasreddin Sibi, seront logées donc au siège des tribunaux de première instance, j'imagine. En fait, non, parce qu'il y a eu l'ouverture de locaux indépendants et spécifiques de ces chambres-là. D'accord. C'est vrai qu'il y a eu question de marathon, d'une course un peu contre la montre, depuis que la loi elle a été en fait votée. En l'espace de 6 mois, il y a eu en fait une mobilisation des pouvoirs publics, bien sûr avec un grand contribut du tribunal administratif pour mettre en place en fait les 12 locaux, les préparer au niveau de la logistique. Il y a eu toute une préparation au niveau des ressources humaines aussi, avec le recrutement de 60 nouveaux magistrats, le recrutement de 120 nouveaux agents administratifs, pour que tout soit prêt. Et jeudi passé, le 14 février, nous avons en fait organisé une conférence d'appel directement pour la symbolique de la région, du local de la chambre régionale de Kérouan, pour annoncer l'ouverture des 12 chambres régionales du tribunal administratif qui commenceront à être en service effectivement le 22 février 2018, donc jeudi prochain. C'est-à-dire dans 2 jours, dans 3 jours. Dans 2 jours, exactement. Donc ça va commencer. Alors, si j'ai bien compris, donc les requêtes en première instance contre une décision de l'administration avec un grand A, donc se feront dans les régions. Ensuite, donc le dossier sera transféré en appel donc à Tunis, éventuellement donc la cassation à Tunis aussi. C'est bien ça. Hein? C'est bien ça, mais il y a un détail à prendre en considération qui est assez important. En fait, aujourd'hui, la compétence de ces chambres régionales, elle est déterminée par l'article 15 de la loi qui gère le tribunal administratif. Elle leur donne justement une compétence pour se prononcer sur la légalité des décisions émanantes des pouvoirs publics ayant leur, on va dire, résidence, leur siège dans la compétence géographique de la dite chambre. Donc si vous contestez une décision, par exemple, de la municipalité de Monastir, je prends un exemple, avant vous aviez besoin de venir le faire à Tunis. Aujourd'hui vous pouvez le faire à Monastir, et c'est pareil pour tous les autres gouvernorats. Donc, vous portez directement votre affaire devant la chambre régionale. En première instance. En première instance. Après, l'appel et la cassation, il reste au niveau de la capitale. Mais ça, c'est juste une étape. Parce que je souhaite apporter une précision. C'est que la constitution nouvelle tunisienne, elle dispose que la justice administrative, elle se compose de tribunaux administratifs de première instance, de cours administratifs d'appel et de cours suprêmes, de cours administratives suprêmes. Aujourd'hui, vous savez, en Tunisie, on a certainement beaucoup de lois à modifier en même temps et beaucoup
de choses à mettre en place en même temps. Ça nécessite énormément de moyens. Ça nécessite aussi beaucoup d'organisation. Donc nous avons commencé, on va dire, par cette étape, qui n'est pas en fait l'étape constitutionnelle, mais qui est un pas vers l'organisation constitutionnelle de la justice administrative. Donc prochainement, espérons que les citoyens, en fait, ils vont bien saisir cette opportunité, parce que tout dépend, en fait, de la sollicitation en fait par les citoyens de ces chambres régionales, et ça va être un vecteur d'accélération pour passer de cette étape provisoire à l'étape constitutionnelle, avec l'instauration bien sûr des tribunaux administratifs, parce qu'aujourd'hui c'est uniquement des chambres démembrées du tribunal administratif et des cours administratifs d'appel dans les régions. Tout ça bien sûr c'est au service de l'état de droit, c'est au service du citoyen, c'est ce qui va permettre en fait d'instaurer une certaine paix sociale, c'est ce qui va permettre d'instaurer un certain calme en fait, c'est ce qui va permettre de obtenir le climat nécessaire pour en fait espérer regagner la santé économique de la Tunisie, qui est nécessaire en fait pour nos concitoyens. Justement, donc vous êtes en train de dire que ce processus sera matérialisé en fonction donc de la demande sur le tribunal administratif, aussi bien donc en première instance qu'on appelle et puis qu'en cassation. C'est petit à petit qu'on va instaurer donc ces tribunaux d'appel et éventuellement les cours suprêmes administratives. C'est ce que vous êtes en train donc de dire. Oui. Juste une chose, si vous permettez, en fait la Constitution, elle a déjà tranché la chose. Donc aujourd'hui, on est obligé, on n'a pas le choix. Sauf que le rapport en fait et le travail qui sera effectué et la demande des citoyens, elle ne peut que être un vecteur confortera les pouvoirs publics d'accélération. Pourquoi? Parce que vous savez, en Tunisie, nous avons une question de priorité avec les moyens dont dispose l'État. Donc l'État, elle va essayer en fait de gérer un peu les moyens disponibles dont elle dispose selon les priorités du moment. Parce que c'est en fait c'est la seule entrave en fait à l'instauration de la nouvelle organisation de la justice administrative, on va dire, c'est les moyens financiers. D'accord. Donc si le citoyen, pour lui c'est important, si pour le citoyen c'est une priorité, c'est certain que les pouvoirs publics, ils vont agir positivement avec cette demande en fait. Et les prérogatives, je vais sur le fond, les prérogatives qui sont accordées donc aux chambres régionales administratives, en première instance bien entendu, ce sont elles-mêmes ces prérogatives qui étaient donc du ressort de la chambre donc de la première instance au niveau du tribunal administratif dans l'ancienne organisation. C'est ça. Exactement. Voilà. S'agissant du contentieux électoral, je voudrais terminer sur cette question-là. S'agissant du contentieux électoral, alors vous êtes spécialisé donc dans le contentieux électoral. Est-ce que les chambres donc régionales vont devoir apprécier donc les requêtes qui seront éventuellement donc déposées contre des listes ou contre des candidats? Vous savez, là nous sommes en pleine période de dépôt donc des candidatures aux IRI, dans les instances donc dans les circonscriptions régionales. Est-ce que ces tribunaux-là, qui commenceront jeudi, ce n'est pas anodin comme timing, le jeudi prochain. Oui. Certainement, on ne peut pas parler de la décentralisation de la justice administrative qui est aujourd'hui au stade de la déconcentration, ça c'est un terme technique que les spécialistes comprendront, sans parler du contentieux électoral des élections municipales. Parce que ça a été la cause principale de l'instauration des chambres régionales. Cette possibilité, elle existait depuis 20 ans dans la loi du tribunal administratif. Ça a été possible aujourd'hui grâce au contentieux municipal. Les chambres régionales démembrées du tribunal administratif auront la compétence de trancher le contentieux des candidatures. Donc l'ISI, elle va se prononcer sur les candidatures en fait des listes déposées devant ces bureaux des IRI dans les régions. Une fois que l'ISI elle s'est prononcée, toute liste désirant en fait contester la décision de l'ISI, elle aura à le faire au niveau, dans un premier ressort, au niveau des chambres régionales. L'appel se fera par la suite au niveau des chambres d'appel au niveau central. D'accord? Mais ça, c'est juste une étape parce que, comme je vous dis, la loi électorale, elle donne la compétence de se prononcer sur ce contentieux aux tribunaux administratifs de première instance et aux cours administratifs d'appel.
Les règles transitoires, ils ont donné la compétence à ces chambres démembrées du tribunal administratif dans les régions, en attendant l'instauration, comme j'ai dit, des tribunaux administratifs d'appel et de l'organisation constitutionnelle de la justice administrative. Merci beaucoup, Sinassatine Sibi, vous êtes juge auprès du tribunal administratif. Merci pour tous ces éclaircissements. Je voudrais vous garder avec nous et on va passer à notre deuxième sujet. Dans le vif du sujet, avec Enis Morey. Alors, sans transition, on va passer à notre deuxième sujet. Les nouveaux statuts du club africain et l'assemblée extraordinaire du club qui se tiendra mardi prochain. Et mon invité donc du matin, c'est Sirazi Brabt, président de la commission des élections du club africain. Monsieur Brabt, bonjour. Bonjour. Merci. Vous Non, je parle. Ah, moi, euphorique, non, pas du tout. Hier, vous venez de battre l'Espérance sportive de Tunis. Ça arrive de plus en plus. J'ai eu l'impression, avec l'euphorie que vous avez gagné le championnat. Pas du tout, non, on n'a pas gagné le championnat, bien au contraire, nous sommes... C'est disproportionné par rapport à votre Pas du tout, votre joie, pas du tout, vous savez, le derby est symbolique en Tunisie, c'est un rendez-vous que ne manquent pas les fans de l'Espérance ou du club africain, ni le public large, le public sportif. En fin de compte, c'était un match bien disputé entre les deux équipes. Aucune personne ne pouvait prévoir le score final, ça pouvait se terminer par un match nul, par la victoire de l'Espérance ou par celle du club africain. C'est un résultat qui me satisfait, bien sûr, mais c'est pas... Je lis ça dans vos yeux, là. Ouais. Il est très euphorique, ça va être. Je vois une tristesse dans les tiennes. Pas réellement, hein. Moi, je suis indépendant, hein, tu sais. Ouais. Alors, on va revenir au sérieux, Razim Rabat. Alors, on a l'impression depuis quelque temps, donc le club africain est passé par une étape très très difficile. Absolument. Aujourd'hui, les enfants du club sont revenus au bercail. Vous êtes en train de travailler sur des nouveaux statuts, donc juridiques du club africain. Voilà. Le passage Slim Riahi a été désastreux, on va le dire, pour le club africain. Du moins, c'est ce que beaucoup d'observateurs avertis le disent. Et aujourd'hui, donc ces nouveaux statuts, donc qui seront annoncés demain, mardi, hein, dans le cadre d'une assemblée extraordinaire. Alors, si vous nous parlez un peu du processus, parce que les clubistes voudraient bien comprendre un peu ce qui se passe dans leur club. Absolument. Il y a eu le passage de Slim Malihi à la présidence du club africain, 5 ans et demi qui n'étaient pas faciles pour le public clubiste. Il y a eu une révolution en Tunisie en 2011 qui a libéré les assemblées électives. Il y a eu l'élection de Jamel Hattous le 25 février 2011, c'est-à-dire quelques jours après la révolution. C'était la première assemblée élective dans le pays. Il est tombé malade quelques mois après. Il a été remplacé. Donc les conditions de l'arrivée de Slim Lieh et la présidence du club africain étaient dans des circonstances assez difficiles. Ça lui a ouvert beaucoup de possibilités, notamment le vote des statuts de 2014, qui ont été faits spécialement pour l'ancien président du club africain, du sur-mesure, et ça lui a permis de rester encore 3 ans et demi à la tête du club africain, avec une gestion désastreuse, du moins financière. Et justement, aujourd'hui, on est arrivé à une vacance au niveau de la présidence du club africain. Justement, demain, l'ordre du jour, mais je voudrais arriver juste donc rappeler le processus des derniers mois. Donc, Slim Malihi a démissionné, donc il y a eu une vacance de son poste. Nous nous retrouvons devant une assemblée élective le 12 novembre 2017, où personne ne se présente finalement. Donc, nous étions on n'avait plus le choix.
jour-là, l'Assemblée élective était souveraine ce jour-là, donc elle avait décidé à élire un comité provisoire et à élire aussi des membres d'une commission élective pour préparer justement des élections au bout de 3 mois, à partir du 12 novembre, la déclaration officielle des résultats ayant été faite 10 jours après. C'est pour ça qu'il y aura demain une assemblée extraordinaire dans l'ordre du jour, et la discussion et le vote des statuts que vous avez cités, mais aussi le choix et le vote d'une date des élections du club africain, du bureau directeur, selon les nouveaux statuts, et du président, et aussi parler de la structuration du club, revenir aux fondamentaux du club africain, et c'est ça l'esprit des nouveaux statuts du club africain qui vont être discutés et qui ont été, bien sûr, vous avez dit qu'ils ont annoncés demain, non, ils ont été annoncés avant-hier sur la page officielle du club africain. C'est un processus aussi qui est sur l'élaboration de ce texte. Il y a eu des journées ouvertes au parc Mounir El-Kbeil, au parc du club africain. Il y a eu des discussions sur Internet, un sondage, etc., pour justement faire participer le maximum de gens. Demain, il y aura aussi une discussion et un vote. Alors, vous me direz s'il y aura le quorum ou pas. C'est ça la question que se pose tout clubiste aujourd'hui. Ça, je ne peux pas le savoir, mais je voudrais prévenir les gens, leur dire, enfin les adhérents du club africain, que s'ils ne viennent pas à 50% du nombre des adhérents, qui est à peu près à 480 adhérents. 480 adhérents 480 adhérents uniquement. Uniquement, voilà, c'est ça. Et donc, s'il n'y aura pas le quorum de c'est demain, pas l'espérance, hein. Je crois qu'elle en a beaucoup moins, l'espérance. Ah bon? C'est pas une culture. C'est pas une culture. Il y a plus d'abonnés que d'adhérents en Tunisie. Les clubs sfaxiens, je pense qu'il en a beaucoup. Les socios de clubs sfaxiens, donc ils ont c'est beaucoup. Autre chose, hein. c'est autre chose. D'ailleurs, il y a la création des socios aussi dans les statuts du club africain, dans les nouveaux statuts qui n'ont pas été encore, bien sûr, votés. Donc, en cas d'absence de quorum, l'Assemblée extraordinaire sera reportée de 15 jours. Et dans 15 jours, il y aura plus de quorum, c'est-à-dire ceux qui seront présents pourront eux-mêmes, le nombre n'est plus déterminé, et donc pourront voter un texte qui, j'aimerais bien qu'il y ait le maximum de gens, pour le maximum d'adhérents pour discuter de ces statuts-là. L'approche participative a été adoptée pour donc mettre au point ces statuts-là, Razim Rabet. Pardon, l'approche participative. Est-ce que vous avez fait participer donc tous les intervenants? Alors moi je suis membre de la commission des élections. C'est une commission indépendante. Nous n'avons pas travaillé, on n'a pas travaillé sur le texte, bien sûr. L'un de ses principaux rédacteurs, c'est Lotfi Zehi, qui est expert comptable, ancien dirigeant du club africain, avec beaucoup de juristes qui l'ont accompagné dans ce travail. Il y a pratiquement les résultats du sondage aussi, c'est 3/4 des adhérents du club africain qui soutiennent cette initiative. Il y a aussi demain, c'est un élément très important, c'est la présentation du rapport financier jusqu'au 31 octobre 2017, c'est-à-dire que nous allons pour la première fois connaître quels sont les comptes du club africain jusqu'au 31 2017, les dettes. Si Slim Arihi n'accepte pas de mettre ça sur un don du club africain, ça sera dans les 65 milliards. 65 millions de dinars de dettes. C'est ce qui se dit. Jusqu'au 17 octobre 2017. Jusqu'au 31 octobre 2017. Voilà. C'est-à-dire à la période de la passation entre l'ancien BD et le nouveau BD. Ouais. Voilà. C'est énorme, ça. C'est énorme, bien sûr. C'est pas de l'argent pour que les gens comprennent ce qu'on dit. C'est pas de l'argent à payer tout de suite. Oui, mais c'est paraît-il, dans les prochaines semaines, le club africain doit lever 5 milliards, 5 millions de dinars. 5 millions de dinars immédiatement pour ne pas avoir des pénalités par rapport à la FIFA, etc., des réductions de points au championnat. On est arrivé à une situation très grave. Et pour ceux qui vous avez parlé d'euphorie suite aux résultats du derby hier, je sais. Mais franchement, quand je parle avec les membres du comité provisoire actuel,
Et pendant les jours ou les heures qui précédaient le derby, on dit le derby c'est un détail par rapport à l'énormité de la tâche qui leur revient et par rapport à la crise financière par laquelle passe le club africain. Il y a quelques moyens pour sauver la situation. Il y a la campagne de SMS Inc. qui a été qui a commencé la semaine dernière. On a récolté 450 000 dinars les 5 premiers jours. L'objectif du bureau directeur actuel, c'est de récolter 1,8 million dinars pour justement rénover le parc A, le parc Mouyerbey, le parc du club africain. Ils sont arrivés donc à la première semaine d'avoir pratiquement le tiers de la somme demandée, ce qui est parce que c'est une campagne qui va avoir lieu sur 3 mois. Donc les clubistes ont fait beaucoup pour cette campagne de SMS Inc. Ça marche plutôt bien. C'est pas 500 000 dinars ou 2 millions de dinars qui vont sauver le club africain, mais c'est un bon début que les fans du club africain soient mises à cet effort financier. Alors, Razim Rabet, une dernière question. Est-ce que les anciens, je dirais, du club africain, ceux qui étaient là, donc les investisseurs, des hommes d'affaires très connus pour leur amour donc du club de Belgique, donc est-ce qu'ils sont revenus parce qu'à un certain moment ils ont boycotté suite donc aux décisions, je dirais, très personnelles et très dictatoriales donc de Slimane Yahi. Donc est-ce qu'aujourd'hui ils sont en train de revenir au parc A? Il y a le père spirituel du club africain, c'est Hamadi Bousbia, qui ne l'a jamais quitté ces 30 dernières années. Même quand il était en conflit avec Slimane Yahi, il continuait à donner du financement pour le club africain. C'est celui-là qui continue d'ailleurs aujourd'hui à financer les activités du club africain, c'est Hamadi Bousbia. Il y a les autres aussi, c'est Farid Abbès, c'est Hamoud Abel Ammar, Kemel Idil qui est parti faire, qui est maintenant sur une liste électorale, donc il ne va pas être très présent, il se présente sur une liste à Tunis. C'est l'âme chamel, moi, c'est ça, moi c'est ce qui me fait plaisir, c'est ces jeunes qui se sont tournés vers le club africain encore et encore pour donner plus à cette équipe qui a envie de gagner. Il y a, je voudrais dire quelques mots sur les organes, les nouveaux organes donc de gestion du club africain. Bien sûr, il y a le bureau directeur, il y a aussi le comité élargi et le comité de gestion des assemblées et des adhérents, le comité soutien dont feront partie les anciens présidents du club africain et un comité permanent d'audit et les structures de l'association. Tout ça va être mis dans une politique générale du club africain l'esprit de famille, la formation, la performance, l'esprit avant-gardiste, l'indépendance structurelle, financière et décisionnelle. Demain, donc, ça se passe à l'hôtel Golden Tulip à Gamak, l'assemblée extraordinaire. Tous les adhérents du club africain peuvent être présents. Il y aura des invités aussi. Voilà, c'est l'obligation, le devoir de chaque clubiste de pouvoir aider son équipe par cette SMS qu'il envoie, un dinar au 25 410. Merci beaucoup, Razim Rabet. Je rappelle que vous êtes le président de la commission des élections du club africain. Voilà, notre émission arrive à sa fin. Un grand merci à tous ceux qui m'ont accompagné ce matin. Donc on se retrouve demain, même heure, même chaîne. Demain, on va parler de lutte anticorruption et je vous réserve un invité international de choix. Je ne vous dis pas plus. À demain, excellente journée. Au revoir. RTCI vous a présenté Dans le vif du sujet avec Enis Moray.